Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Salut à tous les camarades. Aujourd'hui, on a un entretien avec Madame Valérie Bugot. Comment allez-vous, Madame Bugot? Bonjour, mais je vous remercie de m'inviter. Je vais le mieux possible dans dans cette période extrêmement troublée. Oui, oui, c'est sûr, on essaye un peu de se maintenir. C'est sûr que c'est quand même, ouais, c'est une période assez dingue qu'on est en train de vivre. Et ben justement, on va Une commencer. période historique. Oui, oui, c'est sûr, c'est un tournant aussi historique qu'on vit, ça c'est sûr. Pour commencer, on parle un peu de l'actualité folle, du régime tyrannique qui s'instaure en France. Comment vous analysez un peu cette période? Vous avez parlé d'une grande réinitialisation davosienne. On peut en parler un peu? Alors, il y a deux choses. Il y a premièrement la grande réinitialisation initiée par les élites des gens économiques et financières qui ont pris le contrôle de nos pays dits développés, hein, c'est-à-dire les pays qui relèvent grosso modo de l'OTAN. Et puis, il y a ce qui se passe en France plus précisément. Donc, moi, je vais peut-être commencer par ce qui se passe en France actuellement du point de vue Oui, bien sûr. constitutionnel, juridique et institutionnel. Évidemment, ce qui se passe en France s'inscrit dans le cadre plus large de ce qui se passe au niveau international vis-à-vis des objectifs de Davos et vis-à-vis d'une guerre de nature géopolitique entre l'empire maritime et l'empire continental. Donc, il y a ces comment dirais-je, trois objectifs d'analyse qui sont un peu différents, mais qui convergent sur beaucoup de choses. Donc, pour ce qui se passe en France, il se trouve que depuis le 16 mars 2020, c'est-à-dire depuis la date à laquelle Emmanuel Macron est intervenu dans les étranges lucarnes pour signifier que nous sommes en guerre, il s'est passé tout un tas de choses au niveau institutionnel dans notre pays. La première chose qui s'est passée, c'est que ce genre de déclaration venant d'un président de la République en place ne peut pas être anodine. La première chose qu'il faut mentionner sur cette déclaration, c'est que, certes, c'est une déclaration de guerre, mais c'est une déclaration de guerre atypique parce qu'elle elle ne mentionne aucun ennemi de type militaire. Or, une guerre, en général, c'est de type militaire. Donc, nous avons une déclaration de guerre et pas d'ennemi qui soit précisément mentionné, en tout cas désigné. À la suite de cette déclaration de guerre, apparaît, votée en urgence, avec les conditions d'urgence, de la première loi d'urgence sanitaire. Cette loi génère, alors cette loi déjà est votée tout à fait en dehors de toute référence constitutionnelle, c'est-à-dire que aucun élément, aucun article de la Constitution ne permet officiellement de créer ce genre de loi. Donc, elle se situe en dehors du cadre constitutionnel, donc elle est inconstitutionnelle, elle est donc inconstitutionnelle. Cette loi génère en elle-même l'interdiction, enfin, en tout cas l'impossibilité du fonctionnement normal des institutions, puisque le Parlement n'est plus mis en mesure de se réunir de façon satisfaisante dans des conditions normales. Donc, dans le cadre constitutionnel, l'article 16 peut être invoqué, mais il est invoqué dans le cas où les institutions ne sont plus en mesure de se réunir de façon normale. Or là, les institutions étaient en mesure de se réunir de façon normale, mais ne le sont plus depuis le vote de la loi. Donc, c'est vraiment comment dirais-je, Oui, oui. une curiosité historique dans nos institutions. Deuxièmement, suite à cette déclaration donc, de guerre, nous avons la création d'un comité scientifique qui est dirigé par M. Delfrécy, dans lequel le professeur Raoul était également, et duquel il s'est retiré assez rapidement en expliquant que c'était finalement pas un comité scientifique sérieux, mais un comité des amis de M. Delfrécy. Dans la suite des événements, on apprend que M. Delfrécy en question est en contact via Internet assez étroit avec un certain M. Fauci, qui est dirigeant du CDC américain.
Alors, ce contact n'est pas seulement amical, mais a une connotation politique évidente dans la mesure où ce comité scientifique français a de facto un rôle politique dans nos institutions. Ce comité scientifique a été finalement créé sous l'impulsion du seul ministère de la Santé et a fait la proposition suivante, selon laquelle il fallait créer un conseil de défense sanitaire. Donc, ce comité scientifique, dont l'assise juridique, légale, institutionnelle est extrêmement discutable, parce que on pourrait, je ne dis pas que ça a été fait, ça n'a pas été fait, mais on pourrait éventuellement analyser les interactions entre M. Delfraissy et M. Fauchy comme relevant d'une collusion d'intérêts avec un pays étranger. Ça pourrait, ça n'a pas été fait. Mais enfin, cet angle d'analyse peut tenir la route. Donc, ce comité scientifique est extrêmement discutable dans sa composition et dont l'assise juridique est extrêmement étroite puisqu'il a été créé par le seul ministère de la Santé, prend l'initiative de proposer un comité de défense sanitaire, un conseil de défense sanitaire qui, de facto, prend en main la politique, c'est-à-dire les décisions stratégiques françaises dans tous les domaines. Ce conseil de défense sanitaire se réunit, si j'ai bien compris, le mardi matin, et le conseil des ministres du lendemain, c'est-à-dire du mercredi, entérine les décisions du conseil de défense sanitaire de la veille. Donc nous sommes à la fois de facto et de jure dans une suspension de nos institutions. Les institutions françaises, à la fois du point de vue du droit interne et du point de vue du droit international, n'existent plus. Elles sont mises en suspension. Elles ne sont plus valides, au sens où elles ne fonctionnent plus. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'il devrait y avoir, déjà, ça devrait être acté. Tout le monde devrait comprendre ça. Les institutions françaises, donc l'État français n'existe plus. D'accord ? Au niveau juridique, il est dans un état de vide juridique, parce que rien ne le remplace officiellement. On n'a même pas acté sa disparition officielle, mais officieusement, juridiquement, il n'existe plus. Donc, il y a une problématique de fond là-dessus, sur la notion d'État. Par contre, il y a quand même une équipe au pouvoir qui prend des décisions, qui les impose et qui les impose par la coercition. En particulier, quand une loi est votée, tout l'appareil d'État est mis au service de l'application de cette loi. D'accord ? Donc, ça signifie que les fonctions régaliennes de l'État ont été détournées. C'est-à-dire que l'État, qui n'existe plus au niveau juridique, on est dans le cadre absolument exclusif d'un abus de droit international public où un État n'existe plus, mais les fonctions régaliennes ont été détournées au profit d'une instance qui dirige et dont on ne sait pas exactement, on n'a pas exactement identifié qui était derrière. Néanmoins, on sait que quand on est en état de guerre, on est sous propagande de guerre. Et là, la propagande de guerre n'est pas franco-française. Elle s'applique à tous les États européens, tous les pays de l'OTAN, de façon assez large. Donc, ça veut dire qu'on peut en déduire assez logiquement que les instances qui ont pris le contrôle de la France ne sont pas des instances nationales. Oui, vous comprenez ? Ouais, bien sûr. Donc, au niveau international, à partir du moment où l'État a disparu, l'État ancien, celui qui a signé des conventions internationales, signé la convention de tous les traités de l'Union européenne, par exemple, celui qui a signé l'adhésion à l'OTAN, tous les autres traités, Schengen, tout type de traités. Cet État-là n'existe plus. Donc, est-ce que les traités internationaux signés par cet État sont encore valides d'un point de vue du droit international ? La question doit à minima être posée. Deuxièmement, en droit interne, le fait que l'État officiel, celui dans lequel les gens croient évoluer, n'existe plus, supprime toute légitimité politique aux décisions prises par cet État, qui de facto n'existe plus. Voilà, donc ça c'est le constat.
je ne porte pas de jugement de valeur, j'établis un diagnostic juridique. D'accord ? Ouais. Les Français doivent connaître ce diagnostic parce que tous les Français qui travaillent dans les services publics, en tout cas ceux qu'il en reste, et en particulier dans les fonctions régaliennes, sont de facto détournés de leur mission originaire, sont détournés de la fonction pour laquelle ils ont été créés et qu'ils pensent remplir. Bien sûr. Donc, ça met en fait tous les fonctionnaires d'État, et ça met au-delà des seuls fonctionnaires, tous les Français, face à une responsabilité individuelle et non plus collective, puisque le collectif n'existe plus, de savoir dans quelle mesure il est bon d'obéir à des ordres alors que l'entité qui les donne est illégitime et détournée que les fonctions initiales qu'ils doivent remplir a été détournée. D'ailleurs, c'est ce que vous avez fait un peu Voilà. avec votre vidéo en appel aux forces de l'ordre. Exactement. Cet appel a été souvent travesti. La vérité, c'est que je n'ai pas fait un appel du tout au soulèvement des forces de l'ordre. J'ai fait un appel à la prise de conscience selon laquelle les fonctions régaliennes de l'État, mais au-delà des seules forces de l'ordre, ça concerne tout le monde, parce que ça concerne également les médecins, ça concerne en réalité tous les Français, doivent être conscients que l'État dans lequel nous pensons vivre n'existe plus, juridiquement parlant. C'est sûr. On voit qu'il y a quand même une... C'est exactement l'objectif que je voulais, sur lequel je voulais insister dans cet appel, c'est-à-dire faire prendre conscience que soit acté par tous les Français, et en particulier ceux qui remplissent des fonctions régaliennes, le fait que leur fonction a été détournée de sa mission initiale, que l'État n'existe plus et que nous sommes au service d'entités qui n'ont pas été nommément désignées, même si on peut globalement comprendre d'où elles viennent. Elles viennent de l'OMS, elles viennent de Davos, elles viennent de tout ça. Mais elles n'ont pas été actées officiellement comme venant de ces milieux. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre, et c'est vraiment la substance de l'appel que j'avais fait, et c'est également ce que j'ai écrit dans un article récent qui a été publié sur différents sites, en particulier le mien, et qui est repris et qui sera encore repris par d'autres sites. Voilà. Donc ça, c'est l'état juridique, constitutionnel, institutionnel de la France. Ça s'écrit L' A France attaché, donc c'est A privatif, la France n'existe plus. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question ? Ouais. On voit qu'il y a quand même beaucoup de Français qui durcissent un peu le ton. On voit les manifestations grandir. On voit moi je vois dans mon public beaucoup de mères de famille qui s'inquiètent pour leurs enfants parce que voilà, les vaccins vont sans doute devenir obligatoires pour les très jeunes, 6 ans sûrement. Voilà, comment vous avez tweeté aussi il n'y a pas longtemps que si on constatait en manifestation que des gens essaient de prendre d'assaut un bâtiment public, il fallait les arrêter, parce que vous pensiez à une attaque au faux drapeau. Est-ce que dans ces gens-là, il n'y aurait pas aussi des gens un peu sincères et qui sont à bout aussi? Alors, ce que j'ai tweeté, c'est la suite de ce que je viens de vous expliquer. Parce qu'à partir du moment où vous avez acté la disparition de l'État antérieur, on ne peut pas rester très longtemps dans cette situation de vide juridique. Donc, il va falloir acter la réalité d'un nouvel État. Et évidemment, ceux qui sont en contrôle, qui tenaient déjà officieusement l'ancien État, mais qui veulent passer à un contrôle officiel qui s'appelle le nouvel ordre mondial, Bien sûr, vont instituer une nouvelle structure, d'accord, qui s'intégrera dans ce projet d'ensemble de nouvel ordre mondial, c'est-à-dire de gouvernement mondial. Et ce projet de gouvernement mondial est de nature éminemment dictatoriale. Il suffit de lire ce que Klaus Schwab en explique, il suffit de lire ce que tous ces gens qui sont à la tête de grosses multinationales et comment dirais-je, de comités ou de think tanks ou du type Davos, du type Club de Rome, etc., expliquent depuis des années. Donc, tout ça est officiel. Il n'y a pas d'ambiguïté sur leur projet, il n'y a pas d'ambiguïté sur la finalité de leur projet, et il n'y a pas d'ambiguïté
sur la transformation de notre État ancien en dictature nouvelle. Toutes ces lois, de plus en plus dingues, parce que nous ne sommes plus en état de droit dans la mesure où le cadre constitutionnel n'est plus respecté, où les lois sont votées dans des conditions d'urgence tout à fait stupéfiantes, où elles bafouent toutes les libertés publiques, les libertés et les droits fondamentaux les plus essentiels sur lesquels sont fondées notre civilisation. D'accord ? À partir de ce moment-là, il ne faut pas s'étonner que les gens s'énervent, qu'ils aillent dans la rue et qu'ils essayent de revendiquer un minimum de liberté, d'espace public, politique, parce qu'en réalité, ces manifestations sont des manifestations politiques. D'accord ? Ce ne sont pas des simples revendications sectorielles. Ce sont des manifestations qui disent, en arrière-plan, nous avons le droit de décider de notre avenir politique. Vous savez qu'à l'ONU, un des grands principes, qui est acté par l'ONU, c'est la liberté, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. D'accord ? Donc, en réalité, toutes ces manifestations ne sont que la représentation physique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, alors qu'ils ont compris ou qu'ils ont l'intime conviction ou l'intuition, selon les cas, qu'en réalité, ils n'ont plus le pouvoir politique. Le pouvoir politique a été volé et qu'ils n'ont plus leur mot à dire, qu'ils ne sont que finalement des objets, des victimes. Donc, ces manifestations, évidemment, peuvent comprendre des gens qui sont excédés. Mais les gens qui sont au pouvoir, bien entendu, pour instaurer un nouveau régime, ont besoin d'une certaine légitimité vis-à-vis de l'international. Et les débordements de violence peuvent être l'élément tout à fait salvateur pour eux, dans la mesure où ça leur permettra d'imposer un régime de type militaire ou militariste, ou en tout cas autoritaire, très autoritaire et coercitif, sous le prétexte que l'ordre public n'est plus respecté. C'est la raison pour laquelle j'ai tweeté ça, et que je dis, il y a une chose, le fait d'acter que les populations ne sont plus en mesure d'assurer la politique chez eux, ne sont plus aux manettes de la politique dans leur pays qui n'existe plus de facto, en tout cas en termes institutionnels, et les débordements qui seront utilisés contre ces populations pour instaurer un ordre dictatorial par les gens qui sont déjà au pouvoir. C'est un peu comme quand Jacques Attali nous explique qu'il nous faut une révolution avant 2022. Jacques Attali, c'est un héros, c'est-à-dire que lui, héros au sens propre du terme, ça s'écrit H-E accent aigu R-A-U-T, c'est-à-dire celui qui porte la voix, le message. D'accord ? Donc lui, il porte le message de ce globalisme, de ce gouvernement mondial depuis fort longtemps. Mais il n'est pas parmi les, à mon avis, il n'est pas parmi les décideurs. C'est un messager. Il ne faut pas confondre le messager et le décideur. Évidemment, les deux sont liés. On est bien d'accord, parce que s'il n'y avait pas de décideur, il n'y aurait pas de messager. Et puis, il y a la volonté personnelle, etc. Il y a tout un tas de choses qui entrent en jeu. Mais je dirais que focaliser toute l'attention sur Jacques Attali, c'est aussi idiot que de focaliser toute l'attention sur Emmanuel Macron. Parce que ces gens-là sont… Ça, on est d'accord. D'accord ? Donc, il faut faire attention. Le sujet n'est pas… j'insiste beaucoup là-dessus, je ne dénonce pas des individus, je dénonce un système qui est effectivement mis en œuvre par des individus, mais dans un anonymat parfait. C'est-à-dire qu'on a du mal à identifier très clairement qui est aux commandes. Bien sûr. Moi, par méthodologie, j'ai identifié… Comment ? Oui, je vous écoute. Non, je disais juste que là, je parlais plus du… Oui, c'était pas pour le nommer lui vraiment, c'était le message. Voilà, on voit qu'en fait, oui, une révolte, ils peuvent aussi en tirer des profits, tout simplement. Enfin, ce que vous dites. Bien entendu. Et c'est une façon pour eux tout à fait facile de retourner contre les populations leurs justes revendications politiques. D'accord ? Puisque leur revendication politique est actée en droit international sous le vocable « le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » et que le désordre public justifiera l'instauration d'un régime autoritaire dans lequel le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est mis en suspension, en suspens. Voilà. Donc, attention, je dis précisément attention.
je ne fais aucun appel au soulèvement. Au contraire, les gens doivent prendre leurs responsabilités, mais ce sont des responsabilités qui sont de nature individuelle, personnelle, et je dirais presque, qui relèvent presque de la conscience de chacun. C'est tout. Donc là, comme on disait, on voit que le grand reset, c'est un plan mondial. Souvent, nous, chez nous, il y en a plusieurs qui parlent de changer de pays, tout ça, mais c'est mondial. Mais selon vous, quel pays résiste le mieux selon sur ce qu'on peut voir? Alors, je vais vous donner mon analyse. Mon analyse peut être contestable, peut être contestée. Je ne prétends pas avoir la science infuse. Cependant, l'analyse que je fais est la suivante. Les projets de nouvel ordre mondial sont très anciens et sont mis en œuvre sur des périodes de temps très longues. En particulier, on parlait de l'agenda 2030. Or, cet agenda 2030, on constate une chose étonnante, c'est qu'il s'est réduit à l'agenda 2022 ou 2021. Donc, tout s'est considérablement accéléré. La question qu'il faut poser, c'est pourquoi? Pourquoi ces gens qui sont en contrôle intégral de tout ont-ils accéléré tout d'un coup leur projet en prenant le risque de se mettre les populations à dos qui étaient relativement dociles jusqu'à présent? La réponse que je donne à cette question est une réponse de nature géopolitique. Ces gens qui sont à l'origine du nouvel ordre mondial, au départ, avaient l'intention d'englober dans leur projet tous les pays, tous les continents du monde. Or, il se trouve que la Chine et, dans une certaine mesure, la Russie, mais surtout la Chine, a décidé de reprendre son destin de type impérial, traditionnel, en main. C'est-à-dire de ne plus jouer selon les règles du jeu qui sont imposées par ce qu'ils identifient comme l'Occident. D'accord ? Ouais. Donc, nous avons en arrière-plan une guerre de nature civilisationnelle entre un empire maritime, commercial, d'accord, qui s'est manifesté par l'Empire britannique, qui s'est transféré dans l'Empire américain, qui aujourd'hui est en délicatesse sur le territoire américain lui-même, c'est-à-dire contesté de l'intérieur et contesté de l'extérieur parce que tout un pan géographique lui échappe, c'est-à-dire la Chine. La Chine qui a décidé de jouer avec les règles du jeu de l'ennemi pour ensuite faire une prise de judo, c'est-à-dire faire des arts martiaux, retourner la force de l'adversaire contre lui. Donc, ils se sont émancipés des règles imposées par l'empire global apatride de type commercial et maritime. Donc, il y a en arrière-plan une guerre de type civilisationnel, je le répète, entre d'une part une conception de domination maritime et une conception de domination, pour l'instant, qui semble moins virulente, mais de domination de nature terrestre. C'est-à-dire, d'un côté, ce sont les voies commerciales maritimes qui sont totalement contrôlées et qui sont sous hégémonie de certaines entités qui sont peu nombreuses. Et de l'autre côté, eh bien, ce sont les voies commerciales terrestres qui sont développées et qui ne sont pas encore, pour l'instant, elles sont en voie de développement. Elles n'existent pas complètement. Mais le fait d'être en voie de développement pose un problème stratégique majeur à l'Empire des mers qui avait en tout cas assis sa domination sur le contrôle total des voies de commerce maritime. Donc, c'est la raison pour laquelle j'estime que l'ordre suivi par cette oligarchie apatride de nature financière et commerciale a accéléré ces processus de mise en œuvre parce qu'ils étaient contestés à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, ils ont été mis en difficulté. C'est la raison pour laquelle ils veulent resserrer leur emprise. Et resserrer leur emprise sur qui? Sur les éléments les plus faibles, qui peuvent aussi se rebeller. Et en particulier, je pense aux pays d'Europe qui relève aujourd'hui de l'Union européenne. On parle un petit peu des banques. Il y en a beaucoup qui prévoient une grande faillite bancaire, un peu à la libanaise, voire pire. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça peut tenir encore longtemps, un système comme ça? Non, bien sûr que non, ça peut. Mais en fait, ce système, ce n'est pas la question de savoir s'il peut tenir ou pas. C'est la question de savoir jusqu'où ceux qui le tiennent veulent l'amener. C'est ça le sujet. Et on sait très bien
que ces gens-là veulent le détruire, puisque justement tout l'objet du grand reset, de la grande réinitialisation, bien expliquée sous toutes ses formes par Klaus Schwab, qui dirige le club de Davos, si vous voulez, cette grande réinitialisation comporte éminemment un volet bancaire et monétaire. Donc, il s'agit de remettre à plat la monnaie, et pour remettre à plat la monnaie, il n'y a qu'une voie possible, c'est remettre à plat les économies. D'où l'explication de la démolition contrôlée de nos économies à laquelle nous assistons par l'intermédiaire de cette crise sanitaire. Voilà, donc évidemment, en détruisant les économies, on permet une réinitialisation monétaire. Et cette réinitialisation, elle sera faite en faisant la somme entre les actifs d'un côté, qui sont de plus en plus étroits chez nous, puisque vous savez que notre gouvernement, ce qui sert de gouvernement à la France depuis de nombreuses décennies, a entrepris de liquider le patrimoine français. Donc, les actifs d'un côté et les dettes de l'autre. Et vous savez qu'une fois de plus, cette crise sanitaire a permis une envolée extraordinaire du niveau des dettes. Donc, quand vous allez faire les actifs moins les dettes, vous allez comprendre ce qui reste aux Français. Sans compter que certains pays voudront certainement se faire payer des réparations de guerre, je pense en particulier à la Syrie et à ses alliés, voudront se faire payer des réparations de guerre par rapport aux États, entre guillemets, parce que ce ne sont plus des États politiques, comme je l'ai expliqué, qui ont participé au financement ou à l'entraînement des mercenaires qui ont attaqué la Syrie et d'autres États comme ça. Donc, les dommages de guerre, la question des dommages de guerre va se poser. Et à votre avis, quand on est dans une négociation, est-ce que ce sont les États faibles qui peuvent revendiquer de ne pas payer les dommages de guerre? Non. Et ce sont les États faibles sur lesquels va porter toute cette réparation de guerre. Et pour ce qui est de l'Europe et de l'Occident, pour sa responsabilité en termes de financement et d'entraînement, les États faibles, c'est la France, c'est l'Italie, vous voyez? Et en particulier la France, parce que nous avons un ministre qui a revendiqué officiellement, nous avions un ancien ministre des Affaires étrangères qui, publiquement, internationalement, a revendiqué que Al-Nosra et, je ne sais plus, tous ces mercenaires faisaient du bon boulot. Al-Qaïda et Al-Nosra faisaient du bon boulot. Oui, donc ça, au niveau international, c'est un acte politique. Ce n'est pas comme de quelqu'un qui dit entre deux yeux avec des amis des bêtises. Ça n'a pas d'incidence politique. Mais dans la mesure où ça vient d'un ministre des Affaires étrangères qui parle de façon publique, oui, les États qui sont en face l'entendent. Et donc, feront payer d'une façon ou d'une autre à la structure politique qui portait ces ministres-là les dommages qui ont correspondu à cette déclaration. Donc, je suppose que la France sera aux premières loges pour payer les réparations de guerre à un pays comme la Syrie. Donc, nous avons déjà un endettement interne tout à fait phénoménal qui a été énormément aggravé par cette crise sanitaire et qui sera aggravé par des pénalités de type financière au niveau international. Donc, je vous laisse deviner ce qui va se passer pour chacun des Français. L'endettement, la suppression de tous les services publics, la suppression de l'État. Bon, enfin, c'est un constat, c'est objectif. Après, c'est vertigineux. Les conséquences qui peuvent découler de tout ça sont vertigineuses, à la fois en termes individuels et en termes collectifs. Donc, il est clair, d'une façon tout à fait certaine, que l'avenir de la France, L''A France, et des Français est tout à fait préoccupant. Et nous sommes dans une urgence, comment dirais-je, pas seulement sanitaire, mais aussi politique et même existentielle, qui n'a, à mon avis, pas existé dans l'histoire, en tout cas pas dans l'histoire des 200 dernières années. Donc nous sommes dans une période historique. Et le problème essentiel pour moi réside dans le fait que les Français, tous métiers confondus, ne sont pas conscients de ce processus. Et donc, ils se défendent relativement mal face à un ennemi qu'ils identifient relativement mal. Donc, mon travail à moi consiste à
éclaircir le débat. Vous savez, c'est un peu pour ça que j'ai pris la chouette Athéna comme symbole sur mon site. C'est que la chouette, elle voit dans le noir et que c'est le seul animal qui, dans l'obscurité, est capable de déceler la vérité. Et c'est ça, l'objet de mon travail, c'est ça. Bah, très bien. Justement, pour ceux qui apprécient votre travail et puis même pour ceux qui regarderont cette vidéo, quels conseils vous donneriez à ceux qui nous regardent pour affronter au mieux ce monde de dingue, pour rester… Alors, je suis assez mal à l'aise pour donner des conseils parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est vrai. Et dans Mais une c'est toujours situation de chaos intégral et de rupture d'état de droit, et d'état de droit non seulement interne mais institutionnel, il est difficile de donner des conseils. Moi, je fais des propositions qui sont structurées, qui sont réfléchies, qui sont assises sur des fondements historiques, institutionnels et politiques très sérieux de réforme des institutions que les Français pourraient décider de mettre en place. Mais je ne suis pas, moi toute seule, les Français. C'est-à-dire que si les gens ne veulent pas, eh ben, ça ne se fera pas. Mais il faut savoir que les dirigeants que nous avons en face, eux, ont déjà des projets. Donc, si vous ne mettez pas en œuvre, nous avons une ouverture à un rare moment de l'histoire. Nous sommes à un rare moment de l'histoire où nous avons une ouverture. On peut profiter du fait que l'ennemi anéantit le passé pour imposer un nouveau système qui soit favorable aux populations, qui puisse à nouveau être qualifié de politique, ou nous ne faisons pas ça et eux nous imposent l'avenir qu'ils ont fomenté pour nous et qui est un avenir de dictature et de suppression du libre arbitre. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y aura plus d'humanité. On sera tous réduits à l'état de zombies on n'aura plus la capacité de décision. Les capacités de décision seront intégralement dans leurs mains à eux, c'est-à-dire qu'ils ne nous donneront plus de quoi subsister si on ne va pas dans telle ou telle direction, on ne prend pas telle ou telle décision. Donc l'avenir, en réalité, est beaucoup plus grave qu'un avenir politique. C'est l'avenir de l'humanité. Est-ce que les humains vont continuer à avoir un libre arbitre ou est-ce que c'en est terminé? Les enjeux sont ceux-là. Sans compter les enjeux des populations dont j'ai déjà abondamment parlé par ailleurs et dont eux-mêmes ne se privent pas pour aborder. Il suffit de reprendre les discours de Bill Gates depuis des décennies. Il suffit de lire les travaux du Club de Rome. Il s'agit aussi de les Georgia Gatestone, puisque c'est quand même écrit noir sur blanc, et puis aussi de lire les travaux de Klaus Schwab pour comprendre que un des enjeux pour eux de contrôle intégral des populations passe par une réduction assez drastique de la population mondiale. Donc la réduction de la population va avec le contrôle intégral. Donc ce qu'ils ont prévu pour nous, c'est ça. Moi, je propose un autre chemin, mais il ne dépend pas de moi de le mettre en œuvre. Donc, Puis c'est bizarre que c'est toujours ceux qui parlent de dépopulation mondiale qui veulent nous sauver la vie. C'est vrai que c'est bizarre tout ça. Bon, oui, parce qu'effectivement, Bill Gates est obsédé par la surpopulation mondiale et la dépopulation, et effectivement, c'est lui qui prétend vouloir… donc, c'est totalement incohérent. Si les Français raisonnaient de 2 minutes, ils comprendraient tout de suite qu'il y a une incohérence dans le discours public de ces gens-là. Donc, soit ils sont pour sauver les gens, soit ils sont pour dépopuler le monde. Ils ne peuvent pas être dans les deux camps en même temps, c'est évident. c'est sûr. Vous avez Justement, raison. avant de terminer, si vous avez 3 conseils de lecture pour aider les Français peut-être à comprendre un peu mieux ce qui se joue, on est preneur. Oui, alors les conseils de lecture, je vais prêcher pour ma chapelle, c'est-à-dire que je conseille très sérieusement de lire Les raisons cachées du nouvel ordre mondial, un livre que j'ai sorti il n'y a pas tellement de temps. Ouais. Demain dès l'aube, le renouveau, qui est aussi un livre que j'ai sorti et qui explique la facette plutôt géopolitique des enjeux actuels, mais sous l'angle juridique. Et puis, pour le reste, il y a tellement de livres intéressants que je ne saurais pas faire de recommandations parce qu'en réalité, sur tous les continents, il y a des livres à la fois d'alerte qui sont passionnants et il y en a tellement que je ne peux pas les nommer en fait. Il y en a trop. Donc,
Bon, et ça passe par Anthony Sutton, ça passe par plein, Annie Lacroix-Rice, ça passe par les auteurs que vous mentionniez tout à l'heure, mais il faut toujours considérer les choses de façon globale et effectivement de lire, ça prend du temps, mais ça permet de se faire une idée personnelle. Mais pour ça, il faut avoir du temps devant nous. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai que Il y en a de moins en moins. la petite difficulté, c'est que nous n'avons pas beaucoup de temps parce que l'horloge tourne et que chacun répond à son agenda de son côté. Et que les gens qui sont aux commandes, aux manettes, ont un agenda et suivent cet agenda et sont relativement pressés de le mettre en œuvre. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, c'est parfait. Mais... Soyons un peu leurs cailloux dans leurs chaussures, voilà. Et puis voilà. Et puis en tout oui, cas, mais ça passe par une prise de conscience bien et sûr. ça passe par une personnalisation individuelle des enjeux qui sont à la fois des enjeux individuels et des enjeux collectifs. Et ça, on peut pas aller plus vite que la musique. Il faut que tous les Français prennent conscience de ça en réalité. Rien ne pourra se faire si les enjeux et si les forces en présence ne sont pas clairement identifiées. Ouais, c'est sûr. Voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté cet entretien. Et puis, Mais je vous remercie. C'est plutôt vous que je dois remercier pour m'avoir invité. ben, merci à vous et puis on se dit à bientôt. Parfaitement. Au revoir.